Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette consultation virtuelle. Nous entamons le second volet de la consultation. Nous avons dialogué ce matin avec la commissaire aux droits de l'homme, Madame Nudia Mijatović, ainsi qu'avec Monsieur Elie Vizatos de la Commission de Venise. Nous allons maintenant consacrer quelques 45 minutes à cet échange de vues avec des représentants des grands organes de suivi du Conseil de l'Europe. Je voudrais vous rappeler quelques détails techniques. Lorsque vous ne prenez pas la parole, veuillez penser à éteindre votre micro. Bon, je vois que c'est déjà le cas. Je donne sans plus tarder la parole à M. Vardanian, président de la sous-commission des droits de l'homme, qui va nous présenter les intervenants et poser la première série de questions. Vladimir, la parole est à vous. Once again, can you hear me? Okay, yes. Because I'm listening to echo. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi j'ai un écho. Merci à tous d'avoir accepté de prendre part à cette consultation informelle. Je vais vous présenter à nouveau nos orateurs. Monsieur Mykola Gnatovski, président du comité pour la prévention de la torture. Monsieur Stava, membre de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, et Madame Pierucci, présidente du comité consultatif de la Convention 108. Merci d'être parmi nous. Je vais commencer par poser mes questions à Monsieur Gnatovski. Monsieur Gnatovski, le CPT a récemment publié une déclaration de principe concernant le traitement des personnes privées de liberté. Ceux qui nous regardent trouveront un lien d'ailleurs dans la description ci-dessous. Pourquoi avez-vous pensé qu'il était nécessaire de publier cette déclaration? I'm so sorry, Mr. Gnatovski. Monsieur Gnatovski, pourriez-vous allumer votre micro? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vardanian. Je remercie également Monsieur Tchilevitch pour cette initiative de consultation. Je me réjouis de disposer de cette occasion de procéder à un échange de vues. J'espère qu'on m'entend et qu'on me voit. Pour répondre à votre question, Monsieur Vardanian, je dirais... I'm not sure, but we have your video up this time, haven't it? Excusez-moi, Monsieur Gnatovski, on ne vous voit plus à l'écran. Pourtant, ma vidéo était allumée. Ça marche maintenant? Très bien, merci. Veuillez reprendre au début. Merci. Donc, je reprends au début. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur Vardanian, ainsi que Monsieur Silevitch, pour cette excellente initiative de consultation. C'est là une occasion précieuse de procéder à un échange de vues sur des questions importantes et urgentes. Je vous remercie pour votre question concernant notre déclaration de principe. Je me réjouis du fait que vos spectateurs puissent la consulter par un lien en dessous de la vidéo. La raison pour laquelle nous avons émis cette déclaration de principe est double. Cela remonte à un peu plus d'un mois. Tout d'abord, cela tient au fait que la pandémie de Covid-19 présente des défis considérables pour tous les États membres du Conseil de l'Europe. Et chaque État membre se doit de prendre des mesures actives de lutte contre la pandémie. Cela correspond également aux obligations positives qui découlent du droit à la vie, inscrit dans l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais cela relève également de l'obligation de protection. Que doivent tous les États aux personnes privées de liberté. Mais cette obligation de protection comporte également un autre volet, à savoir l'interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.
raison pour laquelle toute mesure de protection prise par les États doit s'abstenir d'entraîner un mauvais traitement des personnes privées de liberté. Et à ce titre, notre comité a estimé que c'était là une difficulté à laquelle étaient confrontées les personnes qui travaillent auprès de personnes privées de liberté. Et donc notre déclaration de principe vise à aider ces personnels afin de faire face de manière efficace à la pandémie, tout en préservant la dignité des personnes auprès desquelles ils travaillent. D'autre part, depuis le tout début de la pandémie, le CPT a reçu des demandes d'opinion émanant des autorités, des États membres du Conseil de l'Europe, mais également de nos homologues à l'échelon national, les mécanismes nationaux de prévention. Et nous avons estimé que la voix du Conseil de l'Europe était nécessaire et appelée à se prononcer. Et donc nous avons décidé de nous prononcer rapidement par un document d'une page qui récapitule 10 principes clairs qui se fondent sur nos compétences. Et nous nous réjouissons de voir que cette déclaration de principe a été entérinée par la commissaire aux droits de l'homme ainsi que par la secrétaire générale du Conseil de l'Europe dans sa boîte à outils à destination des États membres pour le respect de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit dans le cadre de la crise du Covid-19. Raison pour laquelle, je pense, nous sommes parvenus à contribuer à la voix conjointe du Conseil de l'Europe en la matière. Merci, Monsieur Gnatowski. Il est très important de rappeler les principes et d'être précis. Monsieur Gnatowski, plusieurs pays ont réduit leur population carcérale en libérant certains détenus. Est-ce que le CPT s'en félicite? Quelles autres mesures devraient être prises pour réduire le risque d'infection des détenus? Le CPT se félicite des mesures visant à réduire la surpopulation carcérale dans le contexte de la crise du Covid-19. Le fait est que les contacts proches entre personnes favorisent la diffusion du virus. Et dans beaucoup d'États membres du Conseil de l'Europe, les établissements carcéraux rendent inévitables les contacts proches entre personnes détenues. C'est le cas en particulier en situation de surpopulation dans les établissements. J'ai rappelé le risque que représentait cette surpopulation. Cela fait des prisons des entrepôts à êtres humains. Et dans la situation actuelle, la surpopulation peut être littéralement mortelle. Mais même des établissements qui ne souffrent pas de surpopulation devraient également voir le nombre de détenus réduit. Et donc, cette mesure est importante pour endiguer la diffusion du coronavirus. Nous estimons qu'un effort concerté doit être consenti par tous les pouvoirs publics concernés pour préférer des mesures de substitution à la privation de liberté. Par exemple, un recours accru qui devrait être fait, et qui est d'ailleurs fait dans beaucoup d'États membres du Conseil de l'Europe, à des mesures de substitution à la détention préventive, ou encore aux peines commuées, ou encore à la libération anticipée, ou enfin à la mise à l'épreuve. Ce sont là, globalement, des mesures qui seraient bénéfiques non seulement pour les détenus, mais également pour la société dans son ensemble. Merci. Point de vue tout à fait intéressant. J'aimerais poser une question complémentaire. Est-ce qu'il vaut mieux déclarer l'amnistie? Que faire? Nous parlons de populations qui ont commis des crimes graves. Effectivement. Bon, tout d'abord, il convient de protéger la société. Donc, il est question de réduire la population carcérale pour des personnes qui ne présentent pas de risque pour la société. Donc, cela suppose qu'on procède à une évaluation individualisée du risque que présentent ces personnes. Et globalement, le CPT s'est montré assez réservé, voire réticent, face à des mesures du type amnistie, dans la mesure où l'amnistie n'est pas individualisée et donc elle peut présenter un risque. L'amnistie n'est pas une solution pérenne à la surpopulation carcérale. Toutefois, vu la situation, il pourrait être logique d'envisager l'amnistie pour des personnes qui ont par exemple commis des délits non violents ou qui n'ont plus beaucoup de temps de peine à purger. Par exemple, 12 ou 18 mois. Et c'est ce que l'on fait par exemple actuellement en France ou en Italie.
Mais globalement, encore une fois, je pense qu'il convient d'individualiser les mesures le plus possible. Thank you. And Mr. Gnatovsky, Merci beaucoup. Le CPT ne se contente pas de surveiller les conditions dans les prisons, mais partout où les personnes peuvent être privées de leur liberté. En dehors des prisons, quels sont les lieux de privation de liberté qui suscitent le plus de préoccupations? Comment les autorités nationales devraient-elles minimiser les risques pour les personnes détenues dans ces lieux? Nous sommes extrêmement préoccupés par tous les lieux qui relèvent de notre mandat. Il ne s'agit pas uniquement de prison. Et nous avons évidemment conscience du fait que les résidents, par exemple, de foyers sociaux sont tout particulièrement vulnérables au Covid-19, comme en témoigne le nombre considérable de décès parmi ces personnes dans les États membres du Conseil de l'Europe. Mais également les hôpitaux psychiatriques dans beaucoup de pays, qui jouent souvent un rôle de foyer social, car les personnes sont souvent appelées à y résider à vie. Or, elles sont particulièrement vulnérables, en particulier si elles sont âgées et porteuses d'autres pathologies, donc particulièrement vulnérables au virus. Donc il convient de prendre des mesures supplémentaires pour évaluer leur situation et trouver moyen de leur dispenser les soins les plus adaptés. Et nous sommes également très préoccupés par la situation des migrants en centre de rétention. Dans notre déclaration de principe, qui a été publiée le 26 mars, nous avons déjà exprimé que les États devraient s'abstenir, dans la mesure du possible, de mettre les migrants en rétention. Et à ce titre, nous notons la position encore plus catégorique prise par la commissaire aux droits de l'homme dans sa propre déclaration en la matière. Des centres de rétention en surpopulation pour les migrants sont des lieux très dangereux, comme les prisons. Cela peut être des lieux de démultiplication de l'infection. Ma dernière question, Monsieur Gnatovsky. Les restrictions doivent également affecter le travail du CPT et des mécanismes nationaux de prévention qui contrôlent les conditions de détention au niveau national. Comment vous et vos homologues nationaux vous adaptez-vous à la situation actuelle, puisque tout le monde est empêché, nous et vous? Oui, absolument. Oui, je vous remercie d'avoir posé la question. Ces derniers temps, j'ai consacré une partie considérable de mon temps à ces questions, justement. Toutefois, nous restons convaincus que le suivi effectué par des organes indépendants, notamment les mécanismes de contrôle ou notre propre organe de contrôle, représente un garde-fou essentiel contre les mauvais traitements. Et nous tous, organes nationaux de prévention et CPT, devons garder l'accès aux lieux de privation de liberté. Cela vaut également pour les lieux de quarantine. De nouvelles restrictions concernant les droits des personnes détenues ont été récemment imposées du fait de la pandémie. Et cela contribue à alourdir les tensions dans les lieux de privation de liberté. Vous avez certainement entendu parler d'émeutes dans certaines prisons d'États membres du Conseil de l'Europe, car lorsque les détenus n'ont plus droit aux visites ou ont un régime plus sévère, la situation peut devenir vraiment explosive. Quoi qu'il en soit, les organes de suivi devraient également s'adapter à cette crise et prendre toutes les précautions nécessaires pour respecter le principe consistant à ne pas mettre l'autre en risque, notamment lorsqu'il s'agit de personnes elles-mêmes vulnérables ou présentant des pathologies préexistantes. Je sais que plusieurs mécanismes préventifs nationaux en Europe, notamment en France, en Italie, en Ukraine ou au Royaume-Uni, ont déjà pris des mesures concrètes pour adapter leurs propres méthodes de travail dans ce sens. Et donc, ils continuent de se rendre dans les lieux de privation de liberté de leurs pays respectifs, tout en faisant en sorte que les personnes détenues elles-mêmes soient protégées pendant ces visites. Mais ils veulent également s'assurer que la situation dans ces établissements et que les mesures prises par les autorités soient satisfaisantes. Quant au CPT, bien sûr, notre marge de manœuvre est très réduite du fait de l'interdiction de voyage en Europe, donc nous devons consacrer davantage de temps à la refonte de notre programme de visite, à réviser nos priorités de manière importante, et enfin à
repenser nos méthodes de visite. J'espère que nous allons avancer et que nous pourrons reprendre nos activités dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Thank you once again. Thank you. Merci. Merci, Monsieur Gnatowski, d'avoir participé, de nous avoir apporté votre contribution tout à fait précieuse. Je vais donner la parole à Monsieur Chilivich. Merci Vladimir. Bien, je voudrais maintenant poser plusieurs questions à Madame Pierucci. Bienvenue Alessandra encore une fois. Tout récemment, vous avez émis une déclaration conjointe avec M. Walter, commissaire à la protection des données du Conseil de l'Europe. Et le lien permettant de consulter cette déclaration figurera en dessous de la vidéo. Quels sont, à votre avis, les principaux problèmes en matière de protection des données qui se posent pendant la pandémie? Y a-t-il tension entre la protection de la santé, la protection de la vie privée et la protection notamment de la liberté de circulation? Bonjour et merci beaucoup avant tout de me permettre de prendre part à cet échange tout à fait intéressant. Permettez-moi de commencer par votre deuxième question. Je pense que ce qui a motivé la publication de notre déclaration conjointe est le fait que, bien qu'il soit nécessaire d'équilibrer les différents droits, il ne s'agit pas de tension entre les droits. Il faut mettre l'accent sur leur indivisibilité et leur interdépendance. La situation est alarmante et justifie un régime spécifique dans plusieurs pays. Je viens d'un pays, l'Italie, qui a été très touché par le virus, mais il faut néanmoins garder à l'esprit que l'exercice des droits de l'homme tel que consacré par la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être que limité par la loi en fonction des exigences dues à la situation. La protection des données n'est pas un obstacle au fait de sauver des vies. Son principal objectif consacré dans la Convention 108 et modernisé dans la Convention 108+, contient déjà... Vous m'entendez? Bien, oui. Alors je disais que la Convention 108... Vous m'entendez? La Convention 108 contient déjà suffisamment de souplesse qui nous permet de mettre en équilibre les différents intérêts en jeu. Un exemple, le suivi d'une épidémie comme celle-ci est un cas de figure qui est déjà examiné dans le rapport explicatif de la Convention. Alors, j'aimerais maintenant passer à votre première question. Les principales préoccupations en termes de protection des données qui figurent dans la déclaration sont les suivantes. Alors, tout d'abord, il s'agit d'une situation d'urgence. Les mesures spécifiques doivent durer le temps de l'urgence sanitaire, pas au-delà. Ensuite, pour contenir ce virus, il faut procéder au traitement de certaines données qui tombent dans la catégorie de l'article 6 de la Convention. L'abus, le mauvais traitement de ces données peut être lié ou peut aboutir à des formes de discrimination. La gestion des données est un outil utile pour gérer la pandémie, mais il faut que les solutions retenues soient transparentes et il faut être prudent. Le traitement des données
dans le domaine du travail. Nous reconnaissons l'importance du télétravail dans la situation qui est la nôtre, mais cette pratique ne doit pas devenir un prétexte pour contrôler ses employés. Ceci est un principe qui avait déjà été rappelé dans la recommandation 2015-15 sur la dignité des personnes lors du traitement des données. Nous avons également couvert l'utilisation des outils de surveillance. Il faut tout d'abord prendre en considération l'impact sur les personnes concernées et toute autre alternative doit être préférée. Ensuite, pour éviter la propagation exponentielle du virus, les écoles ont été formées. Nous avons rappelé que les droits des sujets doivent être garantis et qu'il faut toujours éviter de traiter plus de données que nécessaire pour garantir la continuité pédagogique. Voilà les principales préoccupations que nous avons abordées. Vous avez parlé du suivi et c'est exactement ce dont je voulais parler dans ma question suivante. Beaucoup de pays ont introduit ou sont en train d'élaborer des applications de traçage afin de réduire la diffusion du coronavirus. Concrètement, comment fonctionnent ces applications et quelles sont les questions de protection des données qu'elles soulèvent? Pourrait-on envisager que ces applications de traçage deviennent obligatoires ou que les personnes soient autorisées à avoir accès à certains lieux ou à certaines activités que s'ils ont téléchargé l'application? Quid des personnes qui n'ont pas de smartphone? Plusieurs autorités nationales ont annoncé le lancement d'applications qui proposent différentes fonctionnalités afin de lutter contre le virus, notamment les applications de suivi numérique qui sont considérées comme très prometteuses du point de vue de la santé publique. Ces applications permettent de signaler aux personnes qu'elles ont été à proximité d'individus qui sont infectés. L'idée est que cette application doit être utilisée à une large échelle pour que son utilisation par un vaste pan de la population puisse être utile. L'application peut également fournir des informations sur les moyens de réduire les risques de transmission et la marche à suivre en cas de symptômes. Donc, du point de vue du traitement des données, il est essentiel que des garde-fous soient mis en place lors de l'élaboration de ces applications. Et nous travaillons à une déclaration sur ces questions, une déclaration conjointe avec Jean-Philippe Walter qui devrait être disponible très bientôt. Les principes les plus importants. L'efficacité du suivi numérique des contacts dépend d'une multiplicité de facteurs. Une stratégie épidémiologique nationale globale déclinée en différents outils et la généralisation des tests, l'architecture du modèle choisi, l'accès généralisé aux appareils et à la connexion mobile et la fracture numérique est un élément important à prendre en considération. Ces applications doivent s'inscrire dans une stratégie plus large et ne sont pas la panacée pour résoudre tous les problèmes. La confiance et le volontariat pour ces applications sont également très importantes. Comme l'a à juste titre souligné récemment
le Conseil de protection des données. Il peut s'agir d'une intrusion, d'une ingérence. Et il est crucial que les personnes qui ne veulent pas utiliser cette application n'en subissent pas les conséquences. C'est une question de confiance, d'acceptation sociale, plus qu'une question de répression. Il est nécessaire d'avoir une finalité, de garantir une transparence. Les données ne doivent être utilisées que à cette fin, puis supprimées lorsque le besoin ne s'en fait plus sentir. Des informations claires doivent être données aux personnes concernées. Les codes sources doivent être rendus publics et disponibles pour pouvoir être compris par les autorités et le public. L'évaluation des risques est également très importante. Il faut procéder à une évaluation en amont sur les droits fondamentaux avant l'introduction de ces applications et leur conception doit être réalisée de sorte à minimiser le risque d'ingérence avec les droits et les libertés fondamentales. La minimisation des données est un autre point important. Il existe plusieurs modèles. Il n'est pas forcément toujours nécessaire d'utiliser la géolocalisation. Ces systèmes doivent reposer sur une architecture qui s'appuie sur plusieurs modèles centralisés, partiellement centralisés ou décentralisés, mais aucun modèle ne permet d'éviter complètement les vulnérabilités et les risques de réidentification. La qualité des données est également essentielle, comme les implications peuvent être graves, isolement, test, pour les personnes identifiées comme contact potentiel d'une personne infectée, il est crucial de garantir la qualité des données. Les personnes conservent le droit de ne pas être soumises à une décision fondée sur le traitement automatisé des données sans qu'il leur soit clairement possible de la contester, en particulier à la lumière d'inexactitudes possibles dans ces domaines. Et puis, la déidentification. Les utilisateurs du système ne doivent pas être directement identifiés. Ces dispositifs ne doivent utiliser que des identifiants uniques et pseudonymisés. Et les identificateurs doivent être cryptographiquement solides. Enfin, les contrôles et audits indépendants, afin de garantir le respect des droits à la vie privée et à la protection des données, sont nécessaires. Les autorités chargées de la protection des données devraient être associées dès le début à leur élaboration. Je n'ai pas été tout à fait complète, mais j'espère vous avoir donné un aperçu des principes à garder à l'esprit. Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise. En fait, vous avez devancé ma question suivante. Je vais vous demander comment on pouvait encourager et rassurer la population pour l'inciter à utiliser ces applications, mais vous avez cité toute une série de principes qui devraient être efficaces. Donc, ma toute dernière question, qui sera très brève, comment faire en sorte que ces mêmes technologies ne soient pas pérennisées et mise au service d'autres objectifs moins démocratiques après la fin de la pandémie. Yes. Well, again, as I said before, apps are... Encore une fois, les applications ne sont pas une solution unique, elles doivent s'inscrire dans le cadre d'une stratégie plus complète. Il s'agit de savoir ce qu'on peut faire de ces données recueillies par les applications si on n'est pas en mesure, par exemple, de tester. Le risque qui
a été identifié par la communauté de protection des données et la tendance à confier de manière systématique à la technologie la résolution des problèmes. Les solutions peuvent être facilitées par ces outils. Il faut toujours une évaluation en amont pour ce qui est des droits de l'homme. Il faut réfléchir à la possibilité de mesures moins intrusives. Il faut que tout ceci se fasse en transparence avec les personnes concernées pour qu'elles soient encouragées à utiliser ces outils. Le professeur Harari, dans un article qui a été publié dans le Financial Times il y a quelques semaines, vous l'aurez peut-être lu, nous rappelle qu'une population informée est toujours plus efficace qu'une population contrôlée. Et il a donné un exemple qui est tout à fait intéressant. Il a parlé d'une grande avancée médicale qui consiste à se laver les mains. Vous savez que c'est une découverte assez récente qui remonte au XIXe siècle. Et il termine en concluant qu'aujourd'hui, des milliers de personnes se lavent les mains au quotidien, non pas parce qu'elles font l'objet de répression, mais parce qu'elles ont compris le bien fondé de l'hygiène. Pour développer des comportements responsables, on doit s'appuyer sur la confiance. Et je reviens à votre dernière question. Il faut s'assurer que les données à caractère personnel recueillies ne seront pas utilisées à d'autres fins, des fins commerciales ou des fins de répression, par exemple. Et les mesures qui sont adoptées dans des circonstances exceptionnelles ne doivent pas être prolongées. J'ai également parlé de la nécessité d'effacer ces données. C'est une mesure fondamentale qui va permettre de prévenir l'utilisation abusive de ces données. Le prolongement des mesures extraordinaires est à éviter. Nous avons aussi la responsabilité de faire en sorte que très rapidement, on revienne à un régime normal de traitement des données. Merci beaucoup, Madame Pierucci. J'attends avec impatience le nouveau document que vous allez préparer et nous nous efforcerons de nous en inspirer et de lui accorder la plus grande visibilité, comme nous le faisons pour tous les autres documents pertinents. Merci beaucoup. Je rends la parole à Monsieur Vardanian. Madame Pierucci, j'aimerais également vous remercier. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Georg Stava, membre de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Bonjour, Monsieur Stava. Je vous pose ma première question. Je vois que la CEPEJ rassemble des informations sur ce que les États membres du Conseil de l'Europe font pour adapter leur système judiciaire à la pandémie. Quelles sont les principales tendances qui ont été dégagées jusqu'à présent? Y a-t-il de bonnes pratiques respectueuses du droit à un procès équitable qui pourraient être suivies plus largement? Je vous remercie de me donner la parole et je vous remercie également de m'avoir invité. Nous en sommes très reconnaissants car c'est un moment tout à fait opportun d'aborder ces questions. Pour ce qui est de votre question, je vous rappellerai comme elle est préopinant que nous sommes confrontés à une crise sanitaire avant tout. Ce n'est pas une crise de l'état de droit ou des institutions démocratiques. Et donc, les principes de base de tout État constitutionnel restent en place pendant la crise. L'état de droit n'est pas en congé maladie. Je pense que c'est une idée à garder à l'esprit. Et donc, il convient de continuer à le protéger.
Par ailleurs, la crise ne doit pas servir d'alibi pour quelque carence que ce soit. Je pense que c'est également une idée qui va beaucoup revenir pendant les mois qui viennent. On fera porter le chapeau à la crise sanitaire pour ceci ou pour cela, pour telle ou telle carence de l'état de droit ou des droits de l'homme. Non, non, ce n'est pas un argument recevable. Il ne faut pas en faire une justification systématique. Il ne faut pas faire porter au virus la responsabilité de ce qu'il n'a pas. Certes, le virus est puissant, mais pas puissant au point d'abolir l'état de droit en Europe. Mais ce qui me préoccupe le plus, et qui n'est pas immédiatement évident, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit le fait que la crise et les mesures spéciales qu'on applique dans nos systèmes respectifs doivent, à un moment donné, arriver à terme. L'argument risque d'être « Ah, mais il va y avoir une deuxième, une troisième, une quatrième vague, où on n'est pas sorti de la crise ». En fait, ça me paraît bien plus dangereux que tous les risques proprement médicaux. Les risques médicaux, eux, vont finir par se dissiper. On saura les juguler. En revanche, si les politiques parviennent à nous maintenir en état de crise, eh bien cela risque d'ouvrir la porte à beaucoup de choses indésirables et risque de nous amener à accepter des limitations de nos droits et libertés fondamentaux ou des carences qu'on accepte, certes, pendant la durée de la crise. Donc n'oublions pas cela. Il s'agit d'une crise sanitaire et il s'agit d'appliquer des mesures techniques pour surmonter cette crise, mais il ne faut pas nous mettre à nous y habituer et en faire un prétexte pour abaisser les normes que nous élaborons depuis 300 ans, depuis qu'on a commencé à lutter en France contre le pouvoir absolu des monarques ou des dictateurs, ou de tous ceux qui ne voulaient pas nous concéder les libertés individuelles que nous avons conquises en Europe. Donc ça, c'est un principe général à rappeler. Maintenant, toute solution ne doit pas se prêter à des abus qui amèneraient à rabaisser les normes, même si cela peut s'avérer très tentant pour certains politiques. C'est tentant de présenter des choses sous cet angle-là. Quant au risque, eh bien, je voudrais également envisager les choses sous l'angle inverse, c'est que cette crise présente en fait une opportunité pour la justice, et cela lui permet de surmonter certains obstacles. Par exemple, des obstacles dont on parlait de longue date. Par exemple, cela permettra peut-être d'introduire des outils très utiles. On a parlé de visioconférence, par exemple. Et ce sont des instruments qui pourraient aider utilement la justice. Bien sûr, il s'agit de questions sensibles, donc il n'est pas question de les introduire d'emblée, mais ce sont des instruments dont on connaît déjà l'existence et que l'on pourrait envisager d'appliquer. Or, en situation de crise, par exemple, les audiences par visioconférence, certes, c'est quelque chose d'assez polémique, mais ça permet aussi de rendre la justice. Donc, cette crise peut aussi représenter une opportunité d'inventer de nouvelles solutions, voire d'améliorer l'efficacité procédurale de l'administration de la justice, voire la protection et la productivité de la justice. Donc, pour finir de répondre à votre question, en ce qui concerne la Commission pour l'efficacité de la justice, nous sommes un petit peu l'organe de réflexion sur l'amélioration de l'efficacité tout en assurant le juste équilibre entre la productivité et la qualité de la justice, en envisageant de nouveaux modèles qui permettent d'améliorer la justice. Nous avons commencé par la collecte d'informations, en dressant une liste des bonnes pratiques dans les États membres confrontés à cette situation.
Bon, on ne peut pas vraiment voir apparaître de tendance générale, hormis le fait que, bien sûr, tous les tribunaux voient leur activité réduite au strict minimum. On essaie d'éviter également que les juges se rendent au tribunal. On essaie de faire en sorte que les magistrats travaillent à domicile, ou dans un pays que je ne citerai pas. On s'est même rendu compte que les juges travaillant à domicile, en deuxième instance, c'était même plus productif que quand ils travaillaient au tribunal. C'est quelque chose qui est assez inattendu, mais en 3 semaines, c'est quelque chose dont s'est rendu compte le pays en question dans ses statistiques. On s'est rendu compte qu'il était peut-être plus efficace de faire travailler ces magistrats à domicile et de leur permettre de se rencontrer une fois par semaine pour une discussion collégiale au tribunal, mais il est peut-être plus efficace de leur permettre de réfléchir chacun dans son coin le reste du temps. Bon, bien sûr, les audiences sont très restreintes à l'heure actuelle. La plupart des pays ont confiné leurs activités. Et donc, on ne traite que les affaires les plus urgentes ou les plus importantes. Par exemple, les violences domestiques, ou les questions de prise en charge des enfants, ou les affaires pénales les plus graves. Mais tout cela est vraiment très restreint. Cela étant, les États commencent à rouvrir l'activité de leurs tribunaux dans les mois à venir, en respectant des mesures de protection spéciales, en ayant recours aussi, dans la mesure du possible, aux solutions technologiques. Merci, Monsieur Stava. Vous avez déjà évoqué le point que je souhaitais soulever dans ma deuxième question. Vous avez parlé des nouveaux outils. J'imagine que de nombreux tribunaux utilisent des outils de vidéoconférence pour mener des audiences virtuelles afin de faire avancer les affaires tout en évitant les rassemblements. Avez-vous des informations plus détaillées à ce sujet ou en ce qui concerne d'autres alternatives? Voyez-vous des risques à ces procédures? D'ailleurs, c'est quelque chose que nous faisons depuis une demi-heure. Les nouvelles technologies présentent des inconvénients, problèmes de qualité de connexion, de perte de connexion, où on ne sait pas non plus ce qui se passe derrière l'image. Il y a peut-être des menaces non visibles sur les participants. Bon, ça, ce sont des risques existants, raison pour laquelle les technologies vidéo ne fonctionne que en réseau sécurisé. Jusqu'à présent, ça n'est servi par exemple entre deux tribunaux. S'il y a par exemple un témoin qui vient à la barre et qui sera filmé pour diffuser ensuite son témoignage vers un autre tribunal, ou un détenu qui souhaite s'exprimer depuis le lieu de détention, mais voilà, on reste quand même très vigilant. Et ces arguments qui concernent les avantages et inconvénients restent inchangés. En revanche, un argument intéressant, c'est que même en période de coronavirus, donc en période de confinement, il faut quand même assurer la justice. Vous connaissez la décision célèbre de la Cour européenne des droits de l'homme. Une justice différée est un déni de justice. Eh bien, beaucoup de pays européens restent confrontés à un arriéré d'affaires, donc à une masse de travail. Et il faut commencer par résorber cet arriéré ou se doter d'un régime de travail qui évite cette surcharge de travail pour les juridictions, en trouvant d'autres solutions. Vous avez évoqué les tribunaux vidéo. Bon, c'est quelque chose qui peut marcher pour des litiges assez classiques, une session assez rapide avec, mettons, 2 magistrats et un expert, donc des sessions à caractère technique. Là, je pense que c'est tout à fait acceptable. Par exemple, dans le cadre dans lequel nous parlons aujourd'hui, on peut tout à fait aborder les questions techniques concernant la procédure, ou si c'est dans le cadre d'une session de 50 minutes. En fait, je pense même qu'on finirait par y prendre goût. D'ailleurs, ce qu'ont indiqué les avocats, les avocats qui sont en train de perdre du travail à l'heure actuelle, même si les avocats se montrent très critiques vis-à-vis de toute introduction de systèmes vidéo
dans les juridictions, parce que bon, ils ont peur aussi un petit peu d'y perdre leur prestance vis-à-vis des clients. Néanmoins, ils y sont plus favorables aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte que cela leur permet de maintenir leur activité, il faut bien le dire, hein, et d'assurer les procès. Donc, on pourrait envisager des réunions assez faciles, assez techniques, hein, sous forme de visioconférence. En revanche, lorsqu'il s'agira de questions plus sensibles, des affaires pénales et des affaires plus compliquées, là, bien sûr, il faudra qu'il y ait audience, avec bien sûr un peu plus de mesures de protection qu'on ne le faisait autrefois, mais se rapprocher des solutions de type classique. Mais si on envisage les choses à terme, je pense que le moment est vraiment venu d'envisager de nouvelles modalités de rendu de la justice. Si l'on considère par exemple les mécanismes existants, l'intelligence artificielle et Internet, tout cela peut servir dans le cadre de l'état de droit. Et je pense que le moment est vraiment venu de réfléchir très sérieusement à ces questions. Dans quelles circonstances pourrait-on envisager de faire appel à ces solutions? Par exemple, eBay, avec son mécanisme de résolution en ligne de litiges, traite plus de 16 millions de litiges par an, plus que n'en fait aucun organe judiciaire national. Or, ce sont des affaires qui, sans cela, aboutiraient devant un juge, à l'ancienne. Donc je pense qu'il faut vraiment nous interroger sérieusement sur le type de litige en 2020 et dans l'avenir qui pourront être traités par des plateformes de ce type, qui pourraient tout à fait être hébergées par des institutions internationales ou nationales. Et de la sorte, on éviterait également d'engorger les systèmes judiciaires nationaux. Merci, Monsieur Stava. La dernière question. La procédure judiciaire est devenue une ressource beaucoup plus rare. Comment les systèmes judiciaires devraient-ils hiérarchiser leurs activités compte tenu des restrictions causées par le confinement? C'est une question, je pense, dont la réponse va de soi. Les questions les plus sensibles devront être traitées par une juridiction, ou les questions les plus urgentes. Par exemple, les violences domestiques. Bon, ça, c'est une question qui se pose évidemment dès qu'il y a confinement. Donc, les affaires de ce type devront être traitées sans tarder, que ce soit sous forme de vidéo ou de résolution en ligne ou d'audience classique, peu importe, mais la réponse doit être immédiate. Quant aux affaires pénales, où les personnes sont en détention préventive, là aussi, ce sont des affaires à traiter très rapidement. Si on attend 3-4 mois ou un an, si on attend le retour à la vie normale, non, on ne peut pas faire traîner les audiences aussi longtemps pour faire bénéficier les détenus de leurs droits procéduraux. Donc, ces cas de figure sont assez classique de ce qui mérite la priorité. Et le système judiciaire doit assurer que justice soit rendue pour ces affaires prioritaires. Quant au reste, la plupart des pays, on accepte de reporter cela, mais comme j'ai dit précédemment, cela comporte un risque. Parce que si on reporte par exemple une audience de 3 mois, cela veut dire qu'on augmente l'arrêt l'année suivante de 25%. Et si on fait ça toute l'année, eh bien on se retrouve avec le double de charge de travail l'année suivante. Donc ça, c'est inacceptable. Donc en gros, on dispose de 2-3 mois pour trouver des solutions. Mais le temps passe très vite. Et d'ailleurs, il serait intéressant de voir de quelle manière les systèmes judiciaires répondent à ces défis en coopération avec les magistrats et avec les institutions judiciaires européennes afin de trouver des solutions techniques pour améliorer le fonctionnement des juridictions. D'ailleurs, c'est là que le Conseil de l'Europe a son rôle à jouer, puisque le Conseil de l'Europe, de longue date, assure un retour et apporte une aide aux États membres. Merci beaucoup, Monsieur Stava. Je vais conclure
Je rappellerai que nous avons entendu M. Gnatowski, Mme Pierucci et M. Stava. Nous avons parlé de l'incidence du Covid-19 sur les droits de l'homme et l'état de droit. Je suis d'accord avec vous. L'état de droit n'est pas en congé maladie pendant cette crise. Certains ont dit qu'il valait mieux expliquer, mieux former que réprimer ou sanctionner. Il faut faire en sorte que cette crise soit aussi l'occasion de mieux utiliser certains outils, l'occasion de mieux comprendre la manière dont nous pouvons davantage protéger les droits de l'homme.